et de l'Union africaine, avec la participation des ministres. Nous organisons le forum d'affaires entre Turquie et Afrique pour traiter des besoins d'infrastructures, de financement des infrastructures et de la constitution des modèles, notamment à la base du modèle BOT. Nous entamons ce panel et soyez toutes et tous les bienvenus. Et pour les traductions, bien sûr, on va... Oui, alors, les besoins d'infrastructures... Pour notre panel, financer les besoins en infrastructure de l'Afrique, notre modérateur de TRT avec le modérateur de Straight et le modératrice de Straight Talk, Madame Zeynep. Et pour les panélistes, de EcoBank Éthiopie, CEO Dr James Arkanabouaï. Nous invitons sur scène Dr James Arkanagwa, représentant et PDG d'EcoBank en Éthiopie. Venez sur scène, s'il vous plaît. Directrice du financement de projets et des relations internationales chez Turk Exim Bank, Madame Hatice Ürkmez. Troisièmement, président du Centre d'excellence pour les partenariats publics-privés, Dr Eyüp Vural Aydın. Monsieur Adrien Frey, président de du holding Moss Parks. Cinquièmement, Monsieur Kevin Louis Neil Obegado, directeur général des services d'investissement et de gestion et mentor chez Unreasonable Group. Du comité exécutif du Hub Bruxelles-Afrique, Monsieur Mouktar Ba. Et dernièrement, nous invitons Madame Zeynep Ulaş, chef du département des projets PPP du ministère de la Trésorerie et des Finances de la République de Turquie, à prendre place sur scène. Soyez encore une fois la bienvenue. Maintenant, je voudrais laisser la parole à notre modératrice. Bonjour, mesdames et messieurs, distingués invités. C'est un grand plaisir de vous accueillir à cette conversation aussi importante que nous allons bientôt commencer. Mais avant ça, je souhaiterais me présenter. Je suis Zeynep Gökçe. Je suis rédactrice en chef adjointe des programmes de TRT World. Et mon programme, c'est Straight Talk. Et maintenant, nous allons entamer notre panel sur le financement des besoins en infrastructure de l'Afrique. Il y a environ 1 milliard par an de lacunes et d'écarts du point de vue de financement, et ça constitue une barrière très importante pour vraiment réaliser le potentiel de la région. Et c'est une grande opportunité actuellement pour réimaginer les partenariats et pour créer des solutions innovatives. Et la Turquie est également devenue en fait un partenaire vital pour l'Afrique, non seulement en tant qu'investisseur, mais aussi en tant que collaborateur, les contractants, les agences de financement, les politiciens ont joué un rôle important dans la modernisation de l'Afrique, avec des milliards de dollars de projets d'infrastructures dans différents domaines, des routes jusqu'à des systèmes énergétiques. Et aujourd'hui, ensemble, avec nos distingués invités, nos intervenants, nous allons parler et voir comment la Turquie réalise ces projets de BOT qui sont devenus des modèles d'infrastructures en Afrique. Je voudrais commencer avec Mouktar Ba,
directeur exécutif du Hub Bruxelles-Afrique. Et je voudrais maintenant vous donner quelques points clés sur sa personnalité. Il travaille dans le domaine de la banque et de financement en tant que gestionnaire de biens et dans le banking des entreprises avec une carrière académique et notamment de 10 ans en tant que chercheur. Monsieur Ba, vous avez beaucoup d'expérience sur le marché des capitaux, sur le financement innovatif qui peut ouvrir de nouvelles portes pour les investissements et dans toute la région de l'Afrique, des outils comme par exemple le financement des terrains, etc., qui sont mentionnés des façons pour attirer des capitaux privés à long terme. Donc, selon votre expérience, comment est-ce que, selon vous, ces approches peuvent être efficaces dans la pratique? Et quels sont les autres types de financement innovatifs qui peuvent vraiment faire réaliser le potentiel et élever les infrastructures? Merci. Oui, bonjour tout le monde et merci pour m'inviter ici aujourd'hui. Peut-être que la deuxième partie de votre question est encore plus importante en fait parce que en tant que partie du diaspora de l'Afrique vivant en Afrique et enfin dans l'Europe élargie. Je représente une organisation, le Hub Bruxelles-Afrique. En fait, c'est en fait un hub entre l'Europe, en fait, quand on dit Bruxelles. On essaie d'élaborer un écosystème pour permettre des capitaux, en fait, le flux des capitaux entre le continent européen et le continent africain. Et la Turquie se trouve dans ce hub européen. Donc, pour répondre directement à votre question, concernant les financements. Si vous pouvez juste montrer le deuxième diapo de cette présentation. Voilà. Donc c'est un graphique que je viens j'ai une base d'académicien, donc je travaille avec les données. L'Économiste ont publié un article au mois de mai cette année en questionnant le financement mixte et l'efficacité du financement mixte. Mais qu'est-ce qui a été vraiment amené sur table avec ces données? En fait, ces données nous disent que le financement mixte, la façon dont elle est structurée actuellement, ne fonctionne pas du tout pour l'Afrique et pour les marchés émergents en général. Donc, comme vous pouvez voir, en 2023, l'Afrique a obtenu 20 milliards de dollars ont été capables d'être retirés du secteur privé grâce aux initiatives qui ont été réalisées par des banques de développement multilatérales et des institutions de développement et de financement. Mais l'idée ici générale était c'est d'utiliser l'argent public pour attirer les capitaux privés, mais ça ne fonctionnait pas. C'est simple parce que ça concerne aussi la deuxième partie, notamment du diaspora. En fait, vous avez une architecture financière globale, la façon dont c'est structuré, ça ne fonctionne pas sur les marchés émergents. Et la seule façon d'attirer les capitaux privés, c'est de revisiter et de revoir et examiner l'architecture actuelle. Permettez-moi juste d'entrer un petit peu dans le détail. Quand on parle d'infrastructure, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, la majorité et même 2/3 en fait du financement des infrastructures viennent du secteur, enfin viennent des banques par l'intermédiaire des prêts syndicaux et donc ils jouent un rôle, oui, mais c'est marginal comparé. Mais concernant, il y a les banques qui jouent un rôle essentiel. Concernant la régulation, les régulations empêchent les banques d'intégrer vraiment pleinement sur les marchés émergents. Il y a des réglementations où nous avons des banquiers ici dans cette salle et ils savent exactement ce que ça signifie. Il y a les classes de biens. Mais vraiment, c'est à long terme, c'est très liquide et c'est là justement qu'interviennent nos réglementations primaires qui peuvent être punitives pour certains types de biens. Et les banques ne peuvent pas vraiment
s'engager à des classes d'infrastructures et dont le continent africain a vraiment besoin. Et il y a aussi les bonus de diaspora, mais ça ne fonctionne pas vraiment correctement parce que les pays africains qui veulent avoir accès aux biens du diaspora en Europe, disons en Union européenne, c'est vraiment pratiquement impossible parce qu'il y a toute une série de réglementations qu'ils doivent respecter et c'est très complexe. Et c'est très lourd. Et donc, il y a ici aussi des obstacles pour le diaspora et c'est vraiment un défi pour le continent africain. Mais la solution, parce que vous m'avez demandé ce que la solution pourrait être, la diaspora, en fait, est la solution. C'est pour ça qu'on a créé le hub Bruxelles-Afrique. Et nous sommes dans le système et on a maintenant besoin de trouver des solutions. Et nous devons créer des infrastructures qui sont nécessaires et qui soient disponibles aux pays africains et pour qu'ils puissent utiliser ces infrastructures qui répondent à tous les besoins réglementaires et pour accéder à ces capitaux. Parce que ici, on parle de 30 milliards de dollars de capitaux du diaspora qui peuvent être captés. Merci, Monsieur Barr. Et notre prochain intervenant est Zeynep Ulaş. Elle a plus de 20 ans d'expérience sur le financement extérieur pour le gouvernement turc, pour les relations économiques et pour les modèles de PPP. La Turquie a beaucoup d'expérience dans le domaine des financements privés pour de grands projets. Donc, selon vous, quel type d'outils ou bien quel type d'idées de partage pourraient être mises en œuvre pour les investisseurs à long terme? Et je souhaiterais aussi parler d'une étude B20 qui montre que 9 sur 10 projets africains n'arrivent pas à progresser à partir de l'étape finale jusqu'à l'étape de financement. Donc qu'est-ce qui doit être fait après l'étape initiale? Comment on peut changer cette tendance? Est-ce que la Turquie, par exemple, peut, ou bien le modèle de la Turquie, le BOT, peut offrir une solution à cette situation? Merci, bonjour tout le monde. En fait, les investisseurs à long terme et les projets d'infrastructure oui, correspondent très bien. Mais à partir de l'idée de projet jusqu'à l'opération, parce que quand on parle de projet d'infrastructure, il y a différentes phases très complexes. Il y a la phase de programmation, de construction, de financement. Donc, pour les projets bancables, il faut avoir d'abord un projet auquel on peut investir. Ça nécessite des études de faisabilité bancable et bien sûr avec des attentes d'investisseurs. Une fois qu'un projet arrive au point de financement, donc ça c'est vraiment l'aspect définitif. Il y a des risques que les investisseurs craignent. Premièrement, c'est les risques de taux de change et c'est une des inquiétudes essentielles pour les investisseurs à long terme, surtout quand ils investissent avec par exemple des taux de change locaux, quand les financements est en taux de change local. Il y a aussi les indices, les index qui se basent sur différents revenus, mais ça peut être on peut avoir une approche pour alléger ce risque. Les risques de demande et de revenus, surtout pour, par exemple, les aéroports, les routes et d'autres projets similaires. Différents mécanismes de développement comme des garanties minimum ou bien des paiements à l'avance peuvent aussi assurer une garantie. Et pour assurer une base de retour sur investissement aussi. Les risques d'exit, parce que les investisseurs veulent savoir dès le début
s'il y a une voie claire pour l'exit, pour la sortie en cas de changement de circonstances. Du point de vue de réglementation, les incertitudes réglementaires jouent un rôle essentiel et ils sont importants pour permettre aux investisseurs d'assurer un bon environnement où les lois sont applicables, où l'arbitration est reconnue et où les différends sont résolus par l'intermédiaire des mécanismes neutre et international. L'arbitration internationale est clé et qui donne qui réconforte en fait l'investisseur. Donc je souhaiterais un petit peu parler de notre expérience. Comme vous le savez, à partir de 2010, en fait, nous avons commencé à préparer des programmes très ambitieux de PPP. Notre premier projet était le projet de tunnel Eurasie, qui était un projet très technique avec de grosses études de faisabilité financière, mais ce n'était pas suffisant pour les dispositions financières, parce que dans le contrat de mise en œuvre, il y avait des estimations, il y avait des mécanismes d'engagement qui prévoyaient des projets au cas où le projet se terminerait précocement. Donc, il fallait sécuriser le projet. La chose ici, c'est que cet engagement était dans le contrat de mise en œuvre, mais il n'y avait pas de base juridique légale. Donc, le gouvernement a pris l'initiative, a établi toute une série de réglementations juridiques et l'approbation parlementaire avant de clôturer l'aspect financier. Ça nous a permis de réussir, on a pu réussir ainsi cette phase financière, et après ce succès, chaque projet a pu être s'est basé sur les leçons acquises. Par exemple, on a fait un projet aussi d'autoroute avec le modèle PPP, encore une fois, avec les mêmes dispositions réglementaires dans notre pays. Oui. Une dernière remarque. Comme vous l'avez mentionné aussi, 9 sur 10 projets n'arrivent pas à être faits à cause de la phase financière, mais un projet réussi devrait être peut-être examiné, et il faut comprendre qu'est-ce qui a permis le succès de ce projet et travailler à partir de ce modèle réussi. Merci beaucoup. Merci Madame Ulash, et maintenant notre prochain orateur. Monsieur Adrien Fay, président de Mosparks Holding en Mozambique, chargé de développement des infrastructures dans les zones industrielles organisées, sur le renforcement des jeunes, la création d'emplois. Et Mosparks est devenu vraiment une histoire de réussite, attirant des millions, des milliards d'investissements et crée des milliers d'emplois dans des zones industrielles spécialisées, économiques spécialisées. Mais quelles sont ces zones économiques ou bien ces parcs industriels? Comment ces dernières ont pu réussir, pas simplement financièrement, mais aussi pour les communautés autour de ces zones? Comment est-ce que vous avez pu réussir? Comment vous assurez l'équilibre entre les attentes des investisseurs et les besoins de développement au niveau local? Merci beaucoup pour l'invitation. Je ne sais pas si on a vraiment réussi ou pas, mais ma femme dit toujours que je devrais amener davantage d'argent à la maison. Mais je peux partager avec vous mon expérience. Nous avons investi il y a 10 ans en Mozambique et nous avons une grande délégation du Mozambique. Donc il faut faire attention, et je dois faire attention à ce que je dis. Donc, il y a 10 ans, nous avons investi dans un parc industriel, et je pense que ça a réussi. Plus de 3 milliards de dollars ont été investis. Vous pouvez rapprocher le microphone, s'il vous plaît. Je m'entends, c'est pour ça, c'est pas très confortable. Nous avons donc cette partie réussie, mais on a aussi les parties défis. Mais la partie réussie de ce projet, c'est que, ensemble, avec les investisseurs, les industries, nous avons attiré 3 milliards de dollars, nous avons créé 10 000 emplois directs et des centaines d'emplois indirects à proximité du capital de Mozambique, la capitale Maputo. Ça, c'était la partie facile. Tout le monde peut le faire. Mais ensuite, le gouvernement est venu et il a dit, pourquoi est-ce que vous ne le faites
pas ça dans les provinces. Ils nous ont demandé de développer 20 parcs sur tout le territoire du Mozambique. Et c'est là que voilà, on a commencé vraiment les moments de défi. Le Mozambique n'est pas un pays très riche, très industrialisé. Comment vous pouvez développer 20 zones, 20 parcs industriels? Ce que nous avons découvert après nos recherches, c'est que le Mozambique a beaucoup de chance, qu'il a beaucoup de ressources minéraux, et des pierres précieuses, etc. Donc, on a dit pourquoi on ne fait pas des parcs autour de ces zones? Et ce qui nous fait que nous avons commencé à développer des écoparcs durables. Parce que nous avons maintenant un système et on a un partenariat où nous sommes en PPP avec le gouvernement. Et chacun de ces grands investisseurs, ces mines, ces zones de gaz ont besoin d'un parc, d'une zone industrielle. Et ça a vraiment changé le jeu. Ça a été le cas au Mozambique. Il y a des mines avec des centaines d'employés, mais vous pouvez faire des milliers d'employés en créant des parcs autour de ces mines. Ça signifie que nous avons créé des chaînes de valeur agro, des chaînes de valeur ajoutée. On a ajouté de la valeur aux minéraux eux-mêmes, et ce n'est pas une histoire facile. Mais juste avec cette tarification, donc, bon, ça c'était notre histoire. Mais comment financer tout ça? Voilà. Je peux vous dire, c'était vraiment une mission impossible. Vous ne pouvez pas le financer. Mais donc, comment on a travaillé? Nous avons, on a fait des détours. Mais comment on va, par exemple, 20-50% de ce parc est pour des infrastructures communes qui vont appartenir au gouvernement, comme les routes, les établissements qui doivent appartenir au gouvernement, et le gouvernement doit financer tout ça. Et comme on a entendu aujourd'hui, et bon, et c'est pas toujours facile d'attirer cet argent. Mais on a vu que il y avait beaucoup de budgets communautaires, comme par exemple 50 millions de dollars pour les mines de moyenne taille. Mais deuxième partie de cet investissement, on l'a fait nous-mêmes. Le total était de on a partagé 50% du gouvernement. Et la bonne nouvelle pour 20 milliards de dollars, c'est quand il y a une bonne volonté. Il y a vraiment la volonté en Afrique. On peut obtenir de l'argent de la Banque mondiale, ou bien de QFW. Donc, il y a beaucoup d'argent que vous pouvez vraiment trouver pour l'Afrique. Et une deuxième ligne, c'est qu'on a développé une ligne de développement d'emploi pour les jeunes. Ça a vraiment beaucoup changé les états d'esprit, culturellement. Et par exemple, de l'argent pour les programmes de stage. Mais d'abord, on a dit pourquoi, mais maintenant, on a le plus grand programme de stage pour les jeunes. Et c'est vraiment c'est un système qui fonctionne très bien. Et c'est vraiment une grande opportunité pour développer aussi les entreprises et tout en rapprochant l'aspect non-entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes, and now... Et maintenant, nous allons continuer avec Dr. Ebral Aydin, le président d'Istanbul, du Centre d'excellence d'Istanbul, PPP. Elle a beaucoup d'expérience dans le secteur privé ainsi que dans le secteur public, et il a fait partie de plusieurs projets en Turquie, inclus les projets d'autoroutes, des tunnels, etc. Donc, quand nous parlons de PPP ou partenariat public-privé, nous parlons ici d'un budget qui monte jusqu'à 100 milliards de dollars. Donc, c'est à cause du refus d'aide traditionnelle. À part la Turquie et pour aussi autres pays, ce que fait ces projets PPP plus durables et comment les gouvernements africains, en fait, voient ces projets PPP. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour m'avoir invité ici pour cette gentille invitation. Tout d'abord, il n'est même pas nécessaire de dire à quel point l'infrastructure est importante, surtout pour les pays africains, mais ici, nous devons parler des projets PPP qui peuvent en être financés.
Et c'est l'erreur le plus important que nous faisons, parce que quand nous regardons aux statistiques autour du monde, ici, nous voyons qu'il s'agit d'une très grande lacune. 100 000 milliards de dollars de lacune, en fait. Il s'agit concernant les projets d'infrastructure, et ces budgets, en fait, bien sûr, affectent négativement tous ces projets. Tout est sur l'argent, tout passe par l'argent. Donc, comment nous pouvons créer le bon financement pour ces projets? C'est la question que nous devons poser. Quand nous allons à une banque, chez une banque, où ils nous disent qu'ils ne vont pas financer, qu'ils ne vont pas investir dans notre pays. Donc, ce n'est pas la solution que nous pouvons faire recours. Nous ne pouvons pas commencer avec cette étape-là. Le financement ne commence pas par la banque. Nous devons commencer en fait par le projet même. Comment nous pouvons en fait gérer les projets PPP? C'est la question. Quels sont les bons projets? Qu'est-ce que ça veut dire le bon projet? Ça doit être un projet durable, ça doit être un projet finançable. Donc ce que nous devons nous concentrer sur, c'est bien sûr les ressources humaines et leurs besoins. Qu'est-ce que nos populations en fait ont besoin dans le pays? Quand nous identifions les besoins, nous pouvons commencer par ces besoins, et c'est comme ça qu'en fait nous devons progresser dans le projet, parce que nous devons avoir une infrastructure qui doit être concentrée sur les hommes, les humains. Nous n'avons pas besoin d'autres choses. Nous devons faire une bonne filtration les besoins de notre pays, de nos populations et bien sûr de notre planète. Deuxièmement, l'étape la plus importante, c'est la présentation. En tant qu'un expert sur les projets PPP, j'ai travaillé dans plusieurs pays depuis 20 ans, et j'ai travaillé aussi avec les officiels de divers gouvernements. Quand nous commençons à discuter les projets PPP, je peux dire que le meilleur, je vais dire, erreur est optimisme. Toujours, tout le monde est très optimiste concernant les projets, et je pense que c'est une erreur, et nous devons nous concentrer sur cette erreur aussi, parce qu'il est impossible pour nous d'être la partie qui va créer le projet parfait d'infrastructure. Donc c'est quelque chose que nous devons comprendre. Nous devons nous poser la question suivante: comment nous pouvons créer le bon projet, un projet sans erreur? Et deuxièmement, nous devons en fait investir pas au projet, mais aux ressources humaines, parce que les projets peuvent être complétés seulement avec les bonnes personnes. En Turquie, et je vais vous donner un très bon exemple, je pense. Si vous avez du temps, je vais aussi partager quelques statistiques sur les projets PPP en Turquie. Nous avons fait des projets des gros chiffres, mais aujourd'hui, surtout après 20 ans, vous pouvez voir que en tant que les experts ici sur la plateforme, nous avons des formations, nous partageons nos savoir-faire, nos expériences, etc. Mais comment nous l'avons fait? Parce que nous avons investi sur nos ressources humaines. Nous sommes concentrés sur l'enforcement des capacités, parce que je sais qu'il y a plusieurs invités distingués ici venant des pays africains, mais je vais partager quelques chiffres importants, et puis je vais conclure mon discours parce que nous n'avons pas assez de temps pour 5 minutes. Mais l'Afrique est la patrie, la terre en fait des villes ayant une très grande croissance. Deuxièmement, bien sûr, la population. 20% de la population du monde, en fait, sont des habitants du continent africain. Et maintenant, l'Afrique, en fait, a la population la plus jeune du monde. Donc, pour des projets bien corrects qui peuvent être financés, je pense que les gouvernements, les États africains doivent investir sur la jeunesse pour pouvoir, en fait, résoudre leurs problèmes concernant l'infrastructure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Hayden. Maintenant, nous allons continuer avec Kevin Nisil Abigade, directeur général de Investment and
Managing Services et un mentor chez Unreasonable Group. Il a une expérience plus de 25 ans et il a travaillé à plusieurs projets en Afrique, en Europe et d'autres pays du monde. Nous avons parlé de votre croyance, en fait. Vous avez dit que les affaires, les entreprises, en fait, doivent créer des changements positifs, surtout au sein des communautés, en créant des unions, des associations communes, en fait, les communautés où les différentes parties peuvent travailler en collaboration avec sur des projets qui vont être bien sûr collaboratifs. Et à part ça, comment nous pouvons en fait faire des investissements durables pour pouvoir réaliser ces projets. Merci beaucoup. Merci pour m'avoir invité tout d'abord. Je vais essayer de rester dans le limite du temps parce que j'ai 2 questions à répondre, donc je vais essayer de respecter la limite. Tout d'abord, nous devons en fait reconnaître notre défi. Nous devons avoir notre question devant nous. Et la première question, en fait, c'est l'infrastructure, le coût annuel de l'infrastructure pour avoir, en fait, faire des bons investissements. Je pense qu'il est très important ici de dire que nous pouvons, en fait, répondre à très peu de besoins chaque année. Et nous voyons aussi que chaque année, peut-être, il s'agit d'un déficit entre 15 et 19 millions, en fait, qui rend la présence des projets transformatifs impossible. Donc, quand nous parlons de tels projets, nous devons trouver la bonne voie de transférer ces ressources, cet argent à de bons projets. Je peux tout d'abord dire que nous devons, en fait, nous concentrer aussi à diminuer les risques. Je crois que tout le monde va être d'accord sur cela. Disons qu'il s'agit d'un projet type 1 qui sera lucratif et nous devons avoir en fait de bonnes plateformes pour pouvoir réaliser cela. Ce n'est pas seulement la conception du projet, ce n'est pas suffisant. Donc notre priorité, toute première priorité est de créer ou de concevoir un projet que nous pouvons en fait projeter, qui peut être prévisible et bien sûr qui va promouvoir les gens pour la complétion. À part ça, la transparence du projet est aussi très importante pour nous. Nous devons être très clairs, surtout concernant les règles, les réglementations. Et la responsabilité, bien sûr, les mécanismes de responsabilité est aussi un sine qua non pour en fait la réalisation de ces projets. Bien sûr, le financement est un autre aspect. Il y a aussi des risques politiques que nous devons en fait faire face. Et nous devons diminuer ces risques aussi parce que c'était un facteur très important pour nous. Et comme je viens de dire, la responsabilité est un autre point. Et bien sûr, la combinaison de bonnes méthodes, que ce soit des accords isolés ou des programmes communs, peut avoir différentes plateformes. Nous pouvons avoir des hubs, des centres, disons, des pôles régionaux qui peuvent être utilisés pour en fait utilisés par des investisseurs ainsi que par des gouvernements. Donc, ce qui est rationnel ici est le suivant. Quand vous voyez le risque très clairement, vous devez en fait avoir une échelle pour curer, pour les étapes de votre projet. Il ne s'agit pas de charité ici, il ne s'agit pas d'aide. Nous avons besoin du retour de l'investissement. Et deuxièmement, bien sûr, j'essaie d'être très rapide, je pense que la Mauritanie
La Mauritanie, en fait, depuis longtemps, travaille sur les projets d'infrastructure. Nous avons de bons hôtels et au capital, en fait, ça fait maintenant 24 années que j'habite là-bas et je peux dire qu'il s'agit en fait d'un capital qui est le centre des investissements bien crédible. Et nous avons en fait été l'hôte de plusieurs événements. Nous avons une bonne juridiction, nous avons des institutions légales qui en fait essaient de protéger les droits des investisseurs ainsi que assurer la transparence. C'est comme ça que en fait l'aspect collaboratrice ou collaborateur peut en fait aider la Turquie ou d'autres pays africains et c'est ce que nous devons en fait établir ou créer ensemble. Et deuxièmement, désolé. Des mots finaux, d'accord. Mes derniers mots, je vais être très rapide encore. Les investisseurs et les gouvernements doivent créer des projets qui ont des objectifs qui peuvent être financés, qui sont transparents, qui sont très clairs, bien sûr un bon partenariat et nous avons des bonnes valeurs en Mauritanie et j'aimerais dire que le cadre traditionnel ou les solutions, disons, traditionnelles peuvent être combinées avec les solutions numériques. Donc, avec cette combinaison, nous pouvons en fait des très bons résultats pour l'Afrique ou pour tout autre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Abigad. Maintenant, nous allons continuer avec Hatice Ülkmez, directrice du financement de projets et de relations internationales de Turk Exim Bank, une vie professionnelle qui date de 24 ans et elle travaille au sein de plusieurs institutions financières, commerciales et bien sûr sur des projets de transactions culturelles. Turk Exim Bank est l'agence de crédit officielle pour l'exportation de Turquie et le but bien sûr est de faciliter le commerce et investir les projets. En Afrique, et comme on entend qu'une institution turque Exim Bank qui en fait promouvoit l'exportation, comment vous pouvez en fait contribuer à des pays partenaires et comment en fait des autres agences de crédit soutiennent leurs partenaires d'un moyen durable. Merci beaucoup tout d'abord. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici et j'aimerais vous remercier pour m'avoir invité. Turk Exim Bank en fait est l'agence officielle de crédit de Turquie pour en fait les crédits accrédités sous le même groupe. Et nous essayons d'accorder notre soutien à des projets, surtout à l'étranger. Il y a plusieurs agences traditionnelles pour l'accordation des crédits et nous avons en fait fourni 4 000 milliards de dollars dans le cadre de ce programme que nous avons développé pour soutenir des projets soutenus ou réalisés par des exportateurs et des contractants turcs. Et nous avons aussi plusieurs projets que nous soutenons dans le continent africain. Nous avons été et nous allons continuer à être une agence présente pour pouvoir soutenir nos exportateurs en collaboration bien sûr avec le gouvernement africain et d'autres associations dans le continent. Notre programme de soutien en fait inclut la construction des immeubles officiels, des stadiums et des projets de super infrastructures, inclut la construction des voies ferroviaires, des systèmes d'irrigation, des systèmes de traitement d'eau. Donc, ce sont des projets d'infrastructure. Ce que nous faisons en fait, tout d'abord, nous avons actuellement un énorme programme dans notre ordre de jour, en fait, qui est constitué de plusieurs projets d'infrastructure sur le continent africain. Nous essayons de prioriser ces projets dépendant de leur durabilité et des facteurs, bien sûr, qui constituent cette durabilité, que ce soit les énergies renouvelables ou les transports, les voies ferroviaires, les ponts,
les projets liés à l'utilisation de l'eau. Nous croyons que ECAs, les agences de crédit d'exportation, en fait, doivent soutenir les pays hôtes, en fait, pour pouvoir avoir des projets qui sont durables. Quand nous observons les projets en cours, nous voyons que ce sont des projets à très grande échelle, mais ce sont plutôt des projets régionaux. Non, que ce soit les corridors, que ce soit les voies ferroviaires ou les zones d'échange libre, les parcs industriels, etc. Nous parlons ici de projets à une plus grande échelle et je pense que ces projets jouent un rôle encore plus important. Et pour cela, nous pouvons trouver de soutien financier, nous pouvons diminuer, réduire les risques, etc. La chose la plus importante pour les agences comme notre à faire est de promouvoir les contractants à mobiliser en fait la capacité locale et bien sûr le renforcement de capacité au niveau local parce que c'est comme ça que nous pouvons atteindre un bon niveau de durabilité. Nous essayons de promouvoir les contractants pour pouvoir faire cela. Nous essayons de travailler avec les fournisseurs locaux, avec des ouvriers locaux et nous essayons de maintenir un bon transfert de savoir-faire. Bien sûr, avec le financement et le soutien financier qui sera durable, tout peut être possible. Le soutien financier doit être en ligne avec les projets et les nécessités des projets, bien sûr. Donc, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Désolée de vous interrompre. Non, j'avais terminé. Si vous avez quelques autre chose à ajouter? Oui, une dernière chose peut-être que je peux un petit peu élaborer lors de mon deuxième intervention, mais nous avons des contrats avec des institutions multilatérales comme la Corporation africaine, mais ça, en tant que ECA, c'est la première fois que nous sommes partie prenante dans une institution multilatérale. Notre PDG est membre de l'Assemblée et membre du Conseil. Donc, et que c'est très important pour soutenir ce genre de projet d'infrastructure. Et le but étant en fait, l'EFC se concentre car il est très expérimenté dans le domaine de l'infrastructure et notamment dans les projets de durabilité. Donc, Turk Exim Bank a un agenda pour fournir des soutiens financiers pour des projets et avec des notations de durabilité, de verre, d'énergie renouvelable et les éléments affiliés à ces thématiques sur le continent. Merci. Merci Madame Ulkmas. Notre dernier intervenant pour ce tour, Dr James Arkanagwa, représentant du pays et PDG du groupe EcoBank en Éthiopie, avec plus de 25 ans d'expérience. Il a vraiment une base très solide dans le domaine de financement des projets et l'aviation générale, de façon générale. Je vais répéter parce que l'Afrique a besoin de 100 milliards de dollars pour tout le continent. Mais quels sont les types de financements qui sont, selon vous, le plus efficaces pour attirer de gros investissements? Et comment est-ce que les banques ou bien les institutions de développement ou bien les investisseurs privés peuvent travailler ensemble pour rendre viables les gros projets en réduisant les politiques, les risques politiques et les risques financiers? 4 minutes, s'il vous plaît. Merci Zeynep, merci à vous tous d'être ici. Je pense que, étant le dernier du panel, c'est plus facile parce que je dois juste consolider tout ce qui a été dit. Et après, je vais rentrer chez moi. Mais bon. Tout d'abord, je voudrais tous vous remercier pour être intéressés et pour parler de ce défi de financement en Afrique. Nous sommes tous très engagés dans la prospérité du continent et merci beaucoup. Donc, en réponse à votre question,
Nous parlons des écarts dans l'investissement. On parle de financement, de milliards de dollars par année. Mais quand on regarde tous les défis, quand on doit tout rassembler, il y a beaucoup plus de défis. Mais il n'y a pas une seule solution singulière qui peut fonctionner partout. Il n'y a pas une seule institution financière qui peut donner toutes les solutions. Selon moi, il faut avoir une approche mixte pour être capable vraiment d'ouvrir les chemins. Et très récemment, nous avons eu un consortium entre les banques, notamment dans le cadre du sommet de changement climatique, pour élaborer un cadre pour le financement vert en Afrique et les initiatives. Et en tant qu'EcoBank, pour faire partie de ce financement de 100 milliards de dollars. Mais nous ne pouvons pas progresser en agissant individuellement. Les pays ne peuvent pas se développer en travaillant indépendamment. On doit travailler ensemble pour le financement, avec une approche intégrée qui est beaucoup plus durable. Et on a vu par exemple l'Ouganda qui investit dans les routes, en RDC aussi, mais en regardant le marché de RDC, il y a eu des banques qui ont intervenu. On a vu l'Éthiopie, entre le Djibouti, l'Éthiopie, ils se sont réunis pour des projets de route. On voit un autre projet conjoint en Zimbabwe avec l'Afrique du Sud, entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud pour un financement d'une autoroute. Et les gouvernements, les pays aussi sont inclus. Donc, ce genre d'approche peuvent, je pense, vraiment déboucler en fait le potentiel. Il y a aussi le ESG parce qu'il y a des données qui viennent par vagues, mais comment est-ce que ce financement peut être aussi durable, hein? Quand on essaie de déployer le financement, comment on va l'utiliser, le déployer et les aspects futurs, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui viennent, hein. L'Union européenne, par exemple, qui intervient pour le financement des infrastructures avec, je pense, 20 milliards, donc 50% pour l'Afrique. Bon, c'est une grande opportunité. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur le terrain? Les défis dans le financement des infrastructures, c'est que ce soit à long terme. Et c'est, comme vous avez dit, avec des taux de change étrangers. Donc, il y a ces différences de structure. Qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà au niveau interne, comment est-ce qu'on peut vraiment tout rassembler pour être capable de ensuite déployer ces ressources avec les autres partenaires? Mais il faut d'abord essayer d'alléger les risques. Il y a des termes que les économistes utilisaient, par exemple, les dettes à la base des PNB, à la base et quand on regarde les dettes par rapport aux revenus, par exemple le PNB, ça couvre toute l'économie, mais les revenus, c'est ce que vous générez. Donc, si vous structurez votre emprunt, votre prêt par rapport à ces revenus, vous ne serez pas capable, vous bloquerez, vous pouvez bloquer l'économie, créer de l'inflation. Donc, il faut avoir une approche mixte pour le financement où vous rassemblez différents outils et c'est beaucoup plus pratique pour permettre aux économies de grandir et de prendre en charge ces problèmes qui peuvent être réalisés par séquence. Je crois que j'ai terminé mes 4 minutes. Oui, malheureusement, on ne pourra pas passer au deuxième tour parce qu'à cause du temps, on a commencé en retard, mais je peux prendre vos dernières remarques. Peut-être que vous voudriez souligner un certain point, ou bien je peux vous demander, par exemple, quelle est l'image réalistique au cours des 5 années à venir? Quelle serait l'image idéale que vous voudriez voir pour réduire ces écarts? Ça peut être une question générale pour vous tous. Malheureusement, je m'excuse, mais je m'excuse auprès de nos panélistes et de l'audience, mais on ne pourra pas prendre une deuxième tour de remarques.
Si vous pouvez remontrer mon diapo, j'avais juste un diapo où j'avais tout résumé en 30 secondes. Si c'est toujours disponible, je ne sais pas. Le précédent diapo, non, celui-ci, voilà. Dr Odin a parlé de l'importance du continent africain. Donc, à gauche du graphique, vous pouvez voir la taille du continent africain. À droite, vous pouvez voir, en fait, c'est le point où on se trouve du point de vue de l'investissement. Donc, l'écart dont on parle est de 3 trillions de dollars. Ici, l'Afrique a besoin de 3 trillions de dollars comme investissement sur le continent africain. Donc, ça signifie que les investissements sur là, les investisseurs, les entrepreneurs turcs, pour eux aussi, c'est vraiment, il y a de l'espace pour eux. Avec vos expériences, vos connaissances, vous pouvez ajouter de la valeur. Et nous, en tant que du côté à partir de la perspective du diaspora africain et aussi du côté de l'Union européenne, on peut travailler avec l'expertise des entreprises turques, lesquelles les capitaux peuvent couler vers le continent africain pour réduire cet écart. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci, Monsieur Ba. Madame Ulash, si vous avez des remarques finales. Juste un dernier mot. Il y a 2 gros défis en face du continent africain et comme les pays émergents comme la nôtre. Attirer les capitaux privés en maintenant la durabilité fiscale. On doit avoir des cadres de politique clairs pour le PPP en incluant la gestion des risques. Et il faut renforcer aussi la phase de préparation des projets et on doit développer les capacités institutionnelles pour le développement des projets. Ce sont des aspects clés pour la mise en œuvre réussie des PPP. Et on doit donc travailler au niveau de la politique, mais aussi au niveau institutionnel. C'est ce que je voulais souligner. Merci. Monsieur Frey. Bon. Quand on est à table pour l'investissement des infrastructures, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a de l'argent, des financements et on va travailler avec. Mais je peux dire avec mes amis africains qui sont ici, le modèle de jeunesse, par exemple, avec les jeunes qu'on a fait, ça a vraiment très, très réussi. Et le modèle de parc autour, les modèles de parc aussi, sont très réussis. Mais utiliser un opérateur panafricain, pour nos amis turcs, je dirais, voyez ça comme une opportunité. Allez-y, allez dans ce chemin de cette expansion panafricaine vers ces parcs industriels. Ça peut aider à votre business de passer aussi d'un pays à un autre. Merci. Merci, Dr. Hayden. Je souhaiterais parler un peu, souligner la durabilité pour les projets bancables de PPP, mais la durabilité, en fait, ici, ce n'est pas uniquement pour l'environnement, mais la durabilité doit faire partie de toutes les phases d'un projet à partir de la préparation. Comme je l'ai dit dans mon intervention, on parle de la capacité humaine, le renforcement des capacités qui sont essentielles, mais c'est une grande opportunité pour les pays africains et les gouvernements, je pense, pour l'avenir, en développant les infrastructures numériques publiques, car toutes les infrastructures numériques signifient que le stockage des données, l'amélioration technologique, qui sont des infrastructures économiques, sont nécessaires et non pas des infrastructures sociales. Pour les sociales, on a besoin d'argent, de budget, on n'a pas toujours suffisamment d'argent pour les projets en Afrique. Mais je veux toujours vous dire qu'il y a 20 ans, quand on a commencé avec Madame Zeynep Hatice, vous vous en souviendrez, on n'avait pas suffisamment de capacité pour diriger tous ces projets de PPP dans le pays. Et on a appris en faisant. On a appris en faisant tous ces projets d'infrastructure après 20 ans, mais ce n'est plus le temps d'apprendre en faisant. C'est le temps d'apprendre en partageant. Il y a beaucoup d'exemples, de modèles, des champions, d'excellents projets de PPP dans le monde. Et
On peut les utiliser en tant que modèle, mais on ne doit pas oublier que chaque projet PPP pour les infrastructures, c'est comme une empreinte. On ne peut pas répliquer intégralement. On doit créer les principes, à savoir comment on peut développer les bons projets d'infrastructures dans nos pays respectifs. Merci. Dernier mot de Monsieur Obrigado. Oui, je suis d'accord avec tous les collègues concernant les approches, sur le financement mixte et plus d'ouverture, mais je voudrais faire un pas à l'avant. On a besoin de considérer différents modèles qui peuvent rester sur des plateformes sécurisées. Donc je pense que si nous avons d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce qu'on essaie de faire déjà. Et ça réussit dans certaines mesures, c'est avoir des plateformes qui normalisent les approches. Une approche normalisée, un processus normalisé pour garantir les bases de développement avec la transparence numérique, c'est quelque chose qui sera nouveau, mais qui va ouvrir beaucoup d'autres domaines, comme l'argent mobile, par exemple, qui a grandi exponentiellement en Afrique et qui a ouvert beaucoup de valeurs, d'autres valeurs. Donc, aller vers les plateformes numériques, non pas pour des contrats intelligents, mais pour tous les types d'infrastructures, ça peut ouvrir d'autres opportunités. Dernièrement, mais pas le moins important, c'est une curation harmonisée et des juridictions croisées et des coordinations aussi croisées sont vraiment très essentielles. Merci. Merci, Monsieur Obrigado. Madame Urkmes, merci. Donc, une perspective différente de durabilité, je pense, serait la durabilité de dette des pays hôtes. Je pense les projets PPP vont jouer un rôle critique concernant les projets d'infrastructures à grande échelle. Et je pense que nous avons besoin d'une approche collective. Les pays hôtes, les institutions multilatérales, les institutions de développement, les ECE, les banques régionales, et toutes ces parties doivent être en ligne et doivent collaborer les uns avec les autres et rejoindre leurs forces. Merci. Docteur Kanagwa. Je pense, selon moi, si vous regardez, quand on parle d'échelonner les activités sur le continent, avec une approche panafricaine, on a 4-5 régions sur le continent, c'est-à-dire l'UEMOA, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, de l'Ouest, mais regardez de la perspective de faire un projet, mais transversal qui traverse tout le continent. Ça peut booster notre intégration tout d'abord et ça peut ajouter aussi augmenter l'importance du continent africain dans le commerce. C'est en développement, mais ça va se développer dans le temps. En tant qu'investisseur ou bien financeur, ça devrait être l'approche pour le financement, parce que sans intégration, on périrait. Merci. Donc, remédier à cet écart sera possible avec un effort conjoint, c'est très clairement. Malheureusement, c'est là qu'on doit arrêter notre panel. Je voudrais remercier nos distingués invités et notre audience. Et maintenant, nous allons passer à notre photo de famille. Et je voudrais appeler Monsieur Osman sur scène pour la photo de famille. En tant que modèle, le modèle donc l'expérience du modèle PPP de Turquie pour le financement, c'est terminé. Bon, ce panel a été très fructueux. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Notre modératrice et nos panélistes, bien sûr. On va vous demander d'attendre un peu sur scène pour une photo de famille. So much indeed. It's a very fruitful.
Oui, ce fut vraiment un panel très fructueux. Le financement des infrastructures pour les besoins en Afrique et le transfert du modèle PPP de Turquie, ce fut un panel très fructueux. Nous remercions nos panélistes et notre modératrice pour ce panel fascinant.